Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on reviendra bien sûr sur les crues, on parlera de photovoltaïque et vous verrez qu'Ulysse Tessier, c'est top. Une organisation au top dans le sport, c'est possible et c'est ce que vous expliquera notre invitée du jour, Pauline Kuchli. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous détailler tout à l'heure le mode de fonctionnement un peu atypique finalement du basket club de Sarrebourg. Top, c'est aussi une expression qui va bien avec l'humeur de Sandrine. Coucou. Coucou. Ouais, parce que toi aujourd'hui, tu avais vraiment particulièrement envie d'être positive. Oui, parce qu'en fait, on dit souvent que c'est propre aux Français de râler tout le temps, alors pour tout et surtout pour rien. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer que du positif et vous allez voir, ça fait du bien. Eh ben, on a hâte de voir ça avec le concours d'ailleurs des internautes que tu as sollicité comme chaque jour sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Mais le début de la semaine, il a surtout été marqué par d'importantes crues. Alors si aucun incident majeur n'a eu lieu, la Sarre et la Blise ont débordé. Marie-Morgane, tu es à Dieffenbach-les-Putelanges. Est-ce que tu peux nous faire le point? Est-ce que le niveau de l'eau a baissé? Salut Julia, et oui, depuis hier en fin d'après-midi, la pluie s'est arrêtée et le niveau de l'eau a bien baissé un peu partout dans le secteur. C'est vrai qu'à certains endroits, il y avait les terrains de football ou encore les chemins de halage qui étaient devenus inaccessibles. À notre connaissance, aucune habitation n'aurait été impactée, même si l'eau s'est parfois avancée jusqu'au bord des jardins, par exemple à Sarralbe ou jusqu'au pas de la porte à Herbitzheim. À Oulvin, des travaux ont été effectués il y a plusieurs années pour éviter justement que l'eau n'atteigne les propriétés. On s'y est rendu justement ce matin avec Thibaut pour voir ce qui est mis en place. Merci Marie-Morgane et puis merci aussi à Marc pour les images aériennes et à Thibaut pour le cadrage. On revient donc vers vous dans un instant. On survole d'abord l'actu en bref. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Mosolf France à Ambar équipe ses sites de stockage avec des panneaux photovoltaïques. Au total, 25 000 panneaux doivent être implantés, soit 42 000 m² de surface. En conditions optimales, chaque panneau pourra produire 300 à 400 kWh d'électricité verte par an. 34 670 m² de combles isolés. C'est le bilan de la campagne de la Casque. 28 communes et 226 logements en ont profité. Bâtiments publics, écoles, salles polyvalentes, mairies et églises étaient au programme et sans débourser 1 euro. Pour les particuliers, cela variait entre 1 euro et 4,95 € le mètre carré. Technique d'optimisation du potentiel, de quoi être au top et évacuer le stress. Une infirmière est intervenue auprès des élèves du lycée Tessier de Beach pour leur faire découvrir ces techniques et proposer une séance de relaxation. Un atelier plus que bienvenu à l'approche des épreuves du baccalauréat. Le basket fauteuil pourrait être exclu des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 et Paris 2024. La raison ? La Fédération internationale de basket fauteuil n'aurait pas encore réformé la classification de ses athlètes. Elle a donc jusqu'au 29 mai pour y remédier afin que ce sport historique soit maintenu. Oui, pour gagner, il faut beaucoup souffrir. Oui. Dans l'ensemble, c'est quand même toujours le meilleur qui gagne, c'est celui qui fait le plus d'efforts qui gagne. Ça. Exceptionnel sur Mosaïque Cristal, Bernard Thévenet, 2 fois vainqueur du Tour de France, nous raconte sa vie de champion. Un entretien suivi d'un document inédit, Sarreguemines, plus de 130 ans de cyclisme avec une découverte étonnante, le passage du Tour dans la ville à 7 reprises. À ne pas manquer demain sur Mosaïque Cristal. La météo aussi est au top. De quoi ravir Sandrine qui va vous détailler les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et enfin du positif aussi du côté de la météo, le soleil est de retour et aucune précipitation n'est prévue à l'horizon jusqu'à ce week-end. La journée de demain sera belle et ensoleillée, mais les températures restent fraîches avec de -3 à -2 degrés au minimum et de 6 à 8 degrés au maximum. Demain nous serons le jeudi 6 février, nous fêterons les Gastons et le soleil nous accompagnera de 7h54 à 17h36. Et avec une aussi belle fin de semaine, on va pouvoir à nouveau
profiter de lever de soleil, comme sur cette magnifique photo que nous propose Frédéric. Elle a été prise à l'étang du Velchauve de Putelange-au-Lac. Un grand merci à lui pour ce cliché, et si vous aussi vous avez envie de nous envoyer vos photos, écrivez-nous par mail à cette adresse ou alors sur notre page Facebook. La collecte des déchets chez vous ou en déchetterie, un service pour tous au Pays de Beach. Les pluies ont été importantes ces derniers jours au point d'engendrer des crues. Et pourtant, bien que proches de cours d'eau, certaines communes n'ont heureusement pas été impactées. C'est le cas d'Olvin. Reportage sur place de Marie-Morgane Lorenz et Thibaut Desmerlet. Dans plusieurs communes du secteur, les cours d'eau sont sortis de leur lit en début de semaine. Mais par exemple ici à Olvin, la commune a été épargnée. Plusieurs travaux ont été effectués ces dernières années pour limiter le débit de l'eau. Suivez-moi, je vais vous montrer. Dans les années 2000, une lucarne de surverse a été mise en place dans le local technique de la digue d'Olvin. C'est un limitateur de débit. Lorsque de fortes arrivées d'eau ont lieu, l'eau est stockée dans le réservoir principal de manière provisoire. Mardi, par exemple, l'eau est montée jusqu'à 6,80 m sans pour autant risquer de déborder vers les habitations. Ce matin, elle a déjà baissé de 20 cm. Ce système permet de limiter le flux des 6 étangs d'Olvin. 3 ouvrages écrêteurs de crues ont été créés à Fargevillers contre les inondations également. Lors des dernières pluies, l'eau est montée à 5 cm du niveau de débordement. Alors, dernière option, si les pluies sont très importantes, la fermeture de la digue de Diefenbach-les-Putelanges, cela permettra de retenir l'eau du bassin versant venant de Saint-Jean-Rohrbach et Ost. Une demande a été effectuée auprès de la DREAL pour obtenir l'autorisation de la fermer en amont des prochaines précipitations prévues ce week-end. Alors justement, on va retourner à Diefenbach-les-Putelanges pour retrouver Marie-Morgane. Il y a du nouveau concernant l'étang, explique-nous. Alors oui, pour rappel, l'étang a été vidé il y a un peu plus d'1 an en raison de plusieurs anomalies détectées sur la structure de la digue. Des analyses et des forages ont été effectués et depuis ce matin, il y a du mouvement. L'entreprise Greybill était sur place. Un moine va être mis en place au milieu de l'étang tout près du camping. C'est un ouvrage de régulation qui va permettre de garder de l'eau des pluies. L'étang pourrait donc légèrement se remplir les prochains temps. Merci Marie-Morgane pour ces explications. Après la pluie, le soleil et bientôt des panneaux photovoltaïques à Ambach. L'entreprise Mosolf va pouvoir optimiser ses parkings. Explication complète dans ce reportage de Morane Grandcola. À l'heure où le monde s'alarme sur le réchauffement climatique, les énergies vertes deviennent indispensables. En 2018, l'État a lancé un appel d'offres qui visait à promouvoir ce type d'énergie. L'entreprise Mosolf de Ambach, spécialisée dans la logistique et la technique automobile, a été retenue pour la création de 2 gigantesques ombrières de panneaux photovoltaïques. C'est la société française Urba Solar qui a financé le projet à hauteur d'une dizaine de millions d'euros. Les travaux ont démarré en décembre dernier avec la construction des fondations. D'ici septembre prochain, les structures qui soutiendront les panneaux, ainsi que le raccordement électrique, seront installées. Les panneaux photovoltaïques vont donc produire de l'électricité, du fait que c'est de l'énergie solaire, donc ça n'aura pas d'impact d'un point de vue environnemental, puisque directement cette énergie sera transformée en électricité, il n'y aura pas derrière de nuisance environnementale. L'énergie produite va être revendue à EDF. Et donc cette électricité fera partie de cette quantité d'énergie verte qui sera à disposition pour l'ensemble du réseau. Les travaux ont démarré en décembre dernier avec la construction des fondations. D'ici septembre prochain, les structures qui soutiendront les panneaux, ainsi que le raccordement électrique, seront installées. Le but pour l'entreprise, c'est avant tout de réduire son empreinte écologique en limitant ses rejets de CO2 et sa pollution visuelle. L'avantage commercial est également un des arguments majeurs de ce projet, puisque les véhicules stockés sur le site seront abrités et donc protégés des intempéries. Pour les clients, cela représente une baisse de coût significative des assurances pour les véhicules stockés en extérieur. Au total, 25 000 panneaux vont être installés, ce qui représente 42 000 m² de surface. En conditions optimales d'ensoleillement, chaque panneau pourra produire 300 à 400 kWh d'électricité verte par an. L'ensemble des panneaux produira 8 MWh par an, ce qui représente la consommation d'énergie de 1720 foyers français.
CrossFit Sarreguemines se mobilise pour la bonne cause. Hier, à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, un team WOD était organisé. À chaque heure de cours, les sportifs devaient réaliser en équipe pendant 40 minutes plusieurs exercices à haute intensité. De quoi perdre bon nombre de calories. CrossFit Sarreguemines s'engage à reverser 1 € par participant à la Ligue contre le cancer de la Moselle. Ils étaient en tout 56 sur les différentes séances, mais finalement 61 € seront reversés. Une personne en effet n'a pas pu venir, mais elle a fait personnellement un don de 5 €. On part maintenant à Bitche, où les élèves du lycée Tessier sont décidément très chouchoutés. L'établissement scolaire les accompagne de la seconde à la terminale dans leur gestion du stress. Passage du collège au lycée, examen, ils ont de nombreuses raisons d'être anxieux. Et pour les aider à surmonter ces situations en toute tranquillité, la direction fait intervenir des professionnels. Thibaut Desmerlet a assisté à une de ces interventions. Et peut-être avez-vous quelqu'un avec vous. Vous êtes peut-être accompagné dans ce lieu, dans cet endroit, par quelqu'un qui vous est cher. Et vous êtes bien. Des devoirs, des longues prises de notes, un examen à passer. Dans ce cours de relaxation, tout ceci est balayé hors de votre tête. Et c'est bien le but de la séance. Pouvoir attaquer des moments stressants en étant serein et ainsi libérer toutes ses capacités. Amandine Villart est intervenue auprès des élèves du lycée Tessier pour leur dispenser un atelier particulier. Elle leur a fait découvrir les techniques d'optimisation du potentiel, ou TOP. Ils sont ni plus ni moins que des outils pour les aider à éliminer le stress inutile. Vous savez, ce quelque chose qui peut vous ennuyer alors que vous avez un examen de mathématiques de 4 pages. À tout moment, les élèves peuvent utiliser ces techniques. Pour donner le meilleur d'eux-mêmes, par exemple lors d'un oral, pour pouvoir parler devant le jury, principalement au niveau du bac. Et puis, c'est des outils qui peuvent leur servir au quotidien dans la gestion de tout ce qui peut se passer dans leur quotidien. Et principalement dans l'adolescence, il se passe plein de choses en eux qu'ils ne comprennent pas toujours, donc les aider dans ce cadre-là également. La séance s'est divisée en une partie théorique et une autre pratique. Régulation de sa respiration, imagerie mentale, les élèves ont testé les méthodes de relaxation. Cela a tellement marché pour certains qu'ils ont presque atterri dans les bras de Morphée. Pour la direction du lycée, il est nécessaire de les soutenir en pleine réforme du baccalauréat. Il faut les aider au maximum dans ces nouvelles épreuves et multiplier les interventions extérieures. Notamment en classe de première, nous faisons intervenir un comédien pour aussi la préparation du grand oral. Là, ce comédien va travailler avec les élèves sur la posture, sur le langage, sur le positionnement et donc va les accompagner pendant 2 ans, de la première jusqu'à la terminale. Avant le grand oral du bac, ces élèves de seconde ont encore assez de temps pour se préparer. Et restez avec nous, Sandrine vous a concocté une chronique web au top et vous allez pouvoir constater à quel point notre invitée aussi est top. Pauline Kuchli va vous parler dans un instant de la gestion atypique de son association sportive. On vous fera ensuite découvrir une entreprise tellement au top qu'elle continue à s'agrandir et à embaucher. C'est HP Performance. À tout de suite. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. Fait-il bon vivre dans notre région, dans votre commune ou bien plus largement en Moselle-Est? Qu'est-ce qui vous fait rester ici? Quels sont les avantages que l'on peut trouver à vivre ici? Ce sont des questions auxquelles ont répondu nos internautes et que Sandrine est ravie de nous dévoiler. Tout à fait. Alors comme tu t'en doutes, tous les commentaires ne vont pas dans ce sens-là. Par exemple, celui de Christophe qui nous dit « Malheureusement non, il ne fait pas bon vivre en Moselle-Est. Nous n'avons pas la mer, moins d'emplois qu'ailleurs, sans voiture, on va presque nulle part, mentalité qui n'est pas la meilleure et les rues de Sarreguemines sont parfois bien tristes. » Il devrait peut-être déménager lui. Hein. Oui, peut-être. Mais nos internautes ont été une grande majorité à trouver des contre-arguments pour nous prouver le contraire. Et le plus souvent d'ailleurs, des personnes qui ne sont pas natives du coin, mais qui sont tout simplement tombées amoureux de notre région, comme par exemple Patricia qui nous écrit « Je viens de Toulouse et quel plaisir de circuler ici après avoir passé des heures de bouchons sur les rocades toulousaines. De plus, des coins de nature superbes, j'ai trouvé des amis formidables
formidable, donc beaucoup de points positifs. Lou nous dit « Moi je suis arrivée par hasard il y a 10 ans et je ne suis plus repartie, je suis originaire de Paris. » Jay nous écrit « On a de beaux villages, des beaux paysages, un bel accent, on est frontalier et on n'a rien à envier à la Charente-Maritime. Il ne manque que le retour de la neige comme il y a 10 ou 15 ans et là ce serait parfait. » Et on termine en beauté avec le commentaire de Marie-Jeanne qui nous dit « Nous avons le juste milieu d'un peu tout dans notre région, pas mal d'entreprises, des paysages très variés, une météo qui souvent nous évite les extrêmes, une culture culinaire intéressante et l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse et la Belgique, pas loin, que demander de plus ?» Et j'ai envie de terminer cette chronique avec un extrait de la chanson Entrevue optimisme de Bon Entendeur qui parle des richesses de la France et le passage dit « Les étrangers y viennent, ils sont heureux chez nous, ils ont parfois envie d'y rester d'ailleurs, à nous de trouver les richesses que les étrangers nous trouvent. » Et c'est tellement vrai. Merci beaucoup Sandrine pour cette Avec chronique plaisir. au top. Pauline Kuchli, je le dis depuis le début de l'émission, vous aussi, vous êtes au top. Au Basket Club de Sarrebourg, vous avez mis en place un système un peu atypique. En termes de fonctionnement, vous êtes passé à une direction collégiale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une... Oui, alors une direction collégiale, en fait, donc ça fait 2 ans qu'on a changé un petit peu de manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'on n'a plus de président. On est, en l'occurrence, actuellement 4 femmes à diriger le club. Alors, plus de président, mais je suppose que jusque-là, c'était justement ce système plus classique qu'on connaît dans les associations que sont notamment les clubs sportifs. Donc un comité, un président. Pourquoi vous avez voulu changer? Vous en aviez marre qu'il y ait un président ou c'était les femmes qui voulaient prendre le pouvoir? Parce qu'en plus, vous êtes 4 femmes. Oui, non, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est vrai qu'on a changé parce que les présidents changeaient assez souvent, 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, ces dernières années, on a plutôt vu pas mal de changements et on s'est dit, bon, c'est vrai que la gestion d'un club par un seul président, une seule personne, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, pas mal de responsabilités, pas mal de choses à faire. Donc on s'est dit, il faut qu'on allège tout ça. Et en fait, on s'est posé la question, on a fait des recherches, mais comment on pourrait faire pour alléger? Et c'est vrai qu'en fait, il y a le système collégial qui existe. Donc nous, on se répartit les tâches. Donc c'est vrai qu'avant, une seule personne faisait tout le boulot, entre guillemets. Maintenant, on est 4. Bien sûr, on a encore du monde autour de nous, et heureusement. Mais en tout cas, on prend les décisions à 4. Alors ce changement, vous l'avez dit, c'était il y a 2 ans. Est-ce que ça a été tout de suite une évidence ou bien quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors ça a été une évidence pour nous parce que quand on a vu que c'était possible sur le plan légal, on a dit bah oui, ça nous correspond tout à fait, il faut qu'on fasse ça. Par contre c'était un peu compliqué, on a eu un peu de mal à l'expliquer autour de nous parce que c'est pas connu en fait tout simplement. Il n'y a pas beaucoup d'associations à notre connaissance qui pratiquent ce type de direction. Donc déjà il a fallu l'expliquer et puis après aussi au niveau des administrations, quand on nous demandait qui est le président, qui est le nouveau président, voilà, ils veulent toujours un nom et puis nous on n'en avait pas un, on en avait 4 à leur donner, donc ça leur correspondait, ça leur allait pas forcément en fait, mais au final on a réussi à faire passer le message et on y est arrivé. Alors du coup, il y a quand même un comité, vous avez été élus, vous êtes toutes les 4 à la tête pour combien de temps? Alors en fait, ça c'est les statuts qui le prévoient, donc ça peut être particulier d'une association à l'autre. Nous, on a été élus par l'Assemblée Générale, effectivement, donc des membres, de tous les membres de l'association, pour 3 années en fait. Renouvelables bien sûr, mais en tout cas pour 3 années au moins. Et puis après, donc on a encore un comité, hein, donc on est plusieurs au comité. De toute façon, on n'a pas le président, mais pas le comité. Non, on l'a pas viré, c'est lui qui est parti. Hein, voilà. Mais effectivement, donc on a un comité, donc on est 7 dans le comité et on est 4 au niveau de la direction collégiale. Alors 4 dans une direction collégiale, ça veut dire vous faites comment? Parce que quelque part c'est bien, ça permet de répartir le travail, mais il faut être clair pour pas se marcher sur les pieds, pour pas être redondant, pour pas aller dans des directions trop différentes. Comment vous avez fait pour organiser ça? Alors en fait, ne pas se marcher sur les pieds, ça va, on y arrive, parce qu'on a chacune vraiment nos fonctions. Moi par exemple, je suis trésorière. Vous alliez dire parce qu'on est basketteuse. Non, pas que. Non, parce que du coup moi je suis trésorière, donc il y a une personne qui est secrétaire, on a une
une directrice technique, donc sportive, et puis quelqu'un qui s'occupe plus du relationnel, du sponsoring et tout ça. Donc vraiment, on a chacune nos fonctions. Par contre, donc c'est vrai qu'on est très souvent en contact pour décider. En fait, il y a toujours des décisions à prendre, et celles-ci, on les prend à 4. Et c'est pas forcément des décisions soit de gestion de trésorerie ou soit de secrétariat pour déplacer les matchs, etc. C'est vraiment des questions sur des entraîneurs ou des choses qu'il faut qu'on décide à 4. Ouais, et puis l'orientation et la politique sportive du club, etc. Alors tout ça, vous l'avez mis en place depuis 2 ans. Je suppose que ça s'est déjà un petit peu installé. Du coup, maintenant que c'est bien en place, quels sont les retours que vous avez des membres de l'association, mais aussi des gens de l'extérieur? Parce que vous le disiez, au départ, on vous demandait un nom de président et c'était un peu compliqué de faire comprendre qu'il y en avait 4. Alors en fait, au niveau de l'extérieur, on va dire, du club, c'est assez bien compris. On est reconnu et connu des acteurs de la ville de Sarrebourg. Donc à ce niveau-là, tout va bien pour l'instant. Au niveau du club, on ne peut pas dire que ça ne va pas, tout va très bien aussi. Simplement, des fois, on a des petits retours, mais à qui on s'adresse? Alors des fois, c'est encore un petit peu mal compris en fait. Est-ce que je m'adresse à toi? Mais c'est pas grave, adresse-toi à qui tu veux. De toute façon, nous, on fait un retour tout ensemble. Donc tu auras une réponse, il n'y a pas de souci. Et sinon, c'est vrai que pour nous, en tant que bénévoles, ayant chacune nos fonctions professionnelles à côté, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est plus léger pour nous, même si ça demande quand même de l'investissement. Et en fait, on le voit, ça fait déjà 2 ans qu'on est en place. On sera reparti pour une 3e année toutes les 4. Donc voilà, c'est le but. C'est quelque chose d'avoir... C'est l'objectif d'avoir quelque chose de pérenne pour l'association, pas que ça change tous les ans. Mais quelque part, ça nécessite une incroyable entente entre les 4, parce qu'il y a énormément de clubs sportifs, par exemple, ou d'associations en général, où ils se retrouvent parfois à avoir un président et un vice-président qui se tirent dans les pattes. Là, vous êtes 4 à devoir décider ensemble. C'est pas si évident que ça, en fait. On a fait démentir tous les préjugés qu'il y a eu autour de nous. 4 femmes sur une association, elles vont pas s'entendre et tout. Non, on s'entend très bien. Et c'est super important en fait. On fait abstraction de tout ce qui est, on va dire, attends, ça c'est pas important quoi. On laisse ça de côté. Et puis l'essentiel en fait, c'est la vie du club. Donc on essaye vraiment de faire passer ça en premier et de laisser nos petits mésententes, s'il y en a, de côté en fait. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait être facilement transposé, par exemple, à des clubs sportifs du secteur, de l'arrondissement de Sarreguemines? Est-ce que vous leur conseilleriez de passer à ce système-là? Oui, alors oui, pourquoi pas, ça peut être facilement transposable. Nous, on a simplement entre guillemets, modifié nos statuts. On a fait voter ça en assemblée générale pour que ce soit accepté, bien sûr. Après, ça peut être fait dans toute association. Simplement, il faut quand même, effectivement, comme vous le disiez, que les personnes membres du comité directeur s'entendent bien. Voilà, c'est la principale difficulté, on va dire, Sinon, est-ce qu'il y a des cas spécifiques? Dans quelles circonstances vous conseilleriez au club de vraiment opter pour ce système-là? Des clubs où, un peu comme nous, il y a des gérants, on va dire, des personnes bénévoles. C'est le cas dans pratiquement toutes les associations. Donc des bénévoles qui n'ont pas forcément le temps de s'investir à 100% et qui n'ont pas envie non plus de prendre toute la responsabilité du club, la responsabilité financière des entraîneurs, de ci, de ça. Donc nous, vraiment, on se divise toutes ces parties contraignantes entre guillemets à 4. Donc voilà. Puis aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on échange super facilement. Donc voilà, même si on est chez nous, on fait des réunions Skype. Enfin voilà, ça va vite et bien. Alors tout ça, c'est pour le mode de gestion. Sinon, sportivement, le club se porte bien? Très bien, oui. On a un petit peu remonté le nombre de nos adhérents et puis c'était le but. Donc on est quasiment nouveau à 150 membres du club. Et puis les résultats sportifs sont également très bons. Super, on vous souhaite une bonne continuation et de continuer à être au top. Bravo à vous. Merci, et merci d'être venu nous expliquer tout ça en direct. C'est un nouvel exercice de style pour les sportifs. On va maintenant s'intéresser à une entreprise au top. C'est un garage qui s'est développé avec le temps et qui propose aujourd'hui une grande gamme de services à sa clientèle. On part à Grosse-Biederstroff découvrir HP Performance.
Je me suis retrouvé au chômage en 2013. J'ai créé mon entreprise seul dans mon garage à la maison. Ça a pris de l'ampleur, j'ai dû employer une personne, j'avais un apprenti, et après le local devenait trop petit. Je suis parti de l'X1 sur Grosse-Biastrophe où j'ai loué un bâtiment pendant 3 ans. Et on s'est nouveau agrandi, j'ai nouveau embauché et actuellement je suis dans le bâtiment là où je suis propriétaire et on va encore sûrement embaucher pour s'agrandir parce qu'on a énormément de demandes. On est 4 employés actuellement dans l'entreprise et on fait de la réparation, de l'entretien des véhicules légers, auto et moto et quad. Ça va d'une simple vidange à un changement de moteur, à un changement de pare-brise, la carrosserie. On fait tout ce qui se fait sur un véhicule là. Et pareil pour les motos, que ce soit un changement de pneu jusqu'à un changement de moteur, on propose tous les services. Alors nos points forts, c'est qu'on investit régulièrement dans du matériel récent pour pouvoir être à la page par rapport aux nouveaux véhicules, que ce soit informatique, outillage mécanique. On investit régulièrement dans le matériel pour pouvoir suivre les véhicules récents. Les projets que j'ai à moyen terme, c'est de faire clôturer tout mon terrain et procéder à la vente des véhicules car il y a énormément de demandes à ce niveau-là et c'est un point que je vais développer très prochainement. Vous pouvez prendre rendez-vous, il y a 2 solutions, soit par téléphone, la secrétaire vous prendra un rendez-vous comme il se doit, par le biais de Facebook, Internet, email, il y a des demandes de rendez-vous aussi qui se font comme ça et qui marchent très bien. Et on termine cette émission avec le JT3S. Ce journal trimestriel relate les nombreuses actualités des établissements médico-sociaux à Sarreguemines et à Sarrebourg, gérés par le groupement de coopération 3S. Alors voici l'édition du mois de janvier, avec à la une le départ à la retraite du directeur emblématique du groupement. Je vous laisse en compagnie de Margot Dimpre. Très bonne journée à tous, à bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT3S. Au programme, beaucoup d'émotions après le départ en retraite de Jean-Luc Lotz. Il était le directeur du groupement 3S et a tiré sa révérence le 1er novembre 2019 en présence d'usagers et de membres de l'administration. À Sarrebourg, un bâtiment de 1400 m² sort de terre. Situé en plein centre-ville, il s'agit d'un futur FESAT, un foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés. C'est désormais une tradition, l'IME de Sarreguemines a une nouvelle fois ravi les visiteurs lors de son marché de Noël. Nous avons aussi visité la menuiserie de l'ESAT L'Éventail à Sarrebourg et juste avant les fêtes, le carnet de commandes était bien rempli. Nous verrons cela de plus près. Nous terminerons avec quelques brèves sur le thème de Noël, avec d'abord la boutique éphémère de l'ESAT La Ruche, le conditionnement de plusieurs centaines de Saint-Nicolas pour les écoliers et de coffrets de gourmandises pour les plus âgés. Et on terminera avec une signature qui marque un engagement fort entre sport et handicap. Après une carrière dévouée à l'accompagnement des personnes handicapées, Jean-Luc Lotz a pris sa retraite à l'âge de 66 ans. Les résidents et usagers des structures partenaires comme les ESAT, les IME, les FAS, les FESAT ou encore les CESAD, tout comme les personnels encadrants, sont très touchés par ce départ. Il faut dire que Jean-Luc Lotz a énormément participé à l'intégration sociale et au bien-être des personnes handicapées, notamment en leur offrant des soins, du travail et même des logements. C'est le cœur serré qu'il s'en va, alors je vous propose de revoir les images de ces derniers moments en tant que directeur du groupement 3S. 28 ans au service du handicap. Des années pendant lesquelles Jean-Luc Lotz a démontré un engagement sans faille en faveur de l'insertion sociale des personnes handicapées. Cet intérêt, il l'a développé au fil de sa carrière, qui a commencé en tant qu'infirmier psychiatrique au CHS de Sarreguemines. Il y a travaillé au service des enfants et c'est là que tout a commencé. Jean-Luc Lotz se forme alors en tant qu'éducateur spécialisé afin d'offrir une meilleure prise en charge de ses enfants. 12 ans plus tard, il entre à l'école des hautes études en santé publique et devient en 1991 directeur du centre d'aide par le travail de Sarreguemines. En 2009, il devient directeur du groupement 3S. Ce groupement est un modèle unique
unique en Europe. Il regroupe une dizaine d'établissements médico-sociaux sur les secteurs de Sarreguemines, Götzenbrück et Sarrebourg. Au total, 650 places d'hébergement ont été créées. Il était capable de mettre des choses en place complètement folles pour les amener à l'autonomie et vers tous les projets qu'ils avaient en tête. J'ai plein de souvenirs. Il m'a embauché, on a fait les fêtes de Noël. Et un bon directeur comme ça, on n'en aura pas un deuxième. On visitait beaucoup de choses, on allait jusqu'à Rome, on allait partout un peu avec lui. Il nous a vraiment soutenu, quoi. Il nous a bien de voir qu'il nous fait tout rigoler. Un moment pour nous faire rire, quoi. Je suis intégré dans l'école de l'IME des Enzensberg. J'ai connu depuis très longtemps. Ça fait depuis 2009. Ça fait 7 ans que je travaille à Götzenbrück aussi. Je suis un peu ému, maintenant il est parti à la retraite maintenant. Je suis super content. On est intégré dans le poste de travail. L'insertion par le travail, c'est l'une des plus grandes victoires de Jean-Luc Lotz. Il a réussi à travers la création d'ESAT, établissement de services et d'aide par le travail, à prouver les compétences professionnelles des personnes handicapées. Aujourd'hui, plus de 120 entreprises font appel à leurs services. On peut noter aussi l'ouverture de résidences, de foyers d'accueil spécialisés ou encore d'instituts médico-éducatifs. Des réalisations que les bénéficiaires ne pourront jamais oublier. Ce qui m'a marqué le plus le projet, c'est qu'il nous a donné la permission de former un groupe de chanteurs qui s'appelle la Ruche en chantant, et je trouvais que c'était une super bonne chose. Ça m'a fait beaucoup plaisir. La résidence, les terrasses, l'entretoit, et ça on pourra jamais l'oublier. Et il restera toujours parmi nous. Il a mis en place le Ségos depuis qu'il est arrivé, et c'est grâce à lui qu'on fait des sorties. Ils ont l'impression, et bon, c'est certainement le cas, que je leur ai amené des choses, c'est clair, mais bon, ils m'en ont donné beaucoup aussi, quoi, ce qui m'a permis effectivement de progresser et d'avancer avec eux, quoi. Jean-Luc Lotz était plus qu'un directeur pour les usagers du groupement 3S. Pour certains, c'était un ami. Je considère M. Lotz comme un ami, vraiment une grande amitié. La plupart d'entre eux, enfin on va dire plus de 80% d'entre eux, je les ai vus grandir. Parce que j'en ai connu déjà dans le cadre de mon métier d'infirmier au CHS, au service des enfants, je les ai connus, je les ai retrouvés dans les établissements après de l'AFEI, de l'APEI. Donc c'est, je dirais, en quelque sorte, on a grandi ou vieilli ensemble, c'est selon quoi. Mais on a grandi ensemble et effectivement j'ai une relation qui est très particulière vis-à-vis d'eux, quoi, parce qu'on a vraiment partagé des morceaux de vie, quoi. Je lui souhaite une bonne santé et je pense toujours à lui. Une très bonne retraite et surtout qu'on lui rende tout ce qu'il a donné à toutes les personnes, à chacune des personnes ici, que ça lui soit vraiment bien rendu, quoi, dans sa vie. Voilà. Bonne retraite et qu'il nous vienne nous voir de temps en temps quand elle en a envie. Qu'il en profite et puis qu'il fasse plein de choses, mais qu'il ne nous oublie surtout pas, quoi. La plus longue retraite possible et la plus heureuse. Sa retraite, j'ai dit bravo quand même pour sa retraite. Il va beaucoup me manquer. Que tout le monde soit rassuré, ce n'est qu'un au revoir et non un adieu. Le directeur a exprimé sa volonté de se rendre de temps en temps dans les établissements. Il continue d'ailleurs de gérer la société AT Pro-Conti qui fait travailler 20 personnes handicapées dans des entreprises. Et il reste le vice-président de l'association Proximité. Bonne retraite, monsieur Lotz. Merci. Voilà, bonne retraite, monsieur Lotz. Merci beaucoup. Et on lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite. D'ailleurs, une de ses dernières réalisations pour le groupement 3S, c'est celle-ci, la construction d'un nouveau FESAT à Sarrebourg. Les travaux engagés en octobre 2019 ont bien avancé. Nous nous sommes rendus sur place pour le constater. À l'endroit de l'ancienne blanchisserie, aujourd'hui installée sur la zone d'activité commerciale, ce FESAT sera idéalement situé. Pour rappel, cet établissement remplacera les foyers Les Myosotis et l'Éventail, devenus trop vétustes.
Il prévoit 32 places d'hébergement dont une place d'accueil temporaire et 6 places en foyer d'accueil polyvalent. Son ouverture est prévue pour la fin 2021. On sort de la période de Noël et donc de la période des marchés de Noël. L'IME Le Himmelsberg a organisé le sien et c'est devenu une tradition. Regardez. Le marché de Noël de l'IME Le Himmelsberg a battu son plein. Le premier dimanche de l'Avent, les enfants ainsi que leurs éducateurs et leurs professeurs ont exposé des créations artisanales. Tous les ateliers étaient représentés. Cuisine, céramique, bois, création de bougies. Ces stands étaient animés par les jeunes des pôles autonomie, âgés de 14 à 20 ans, et les élèves de l'IMP et de la section pour autistes Les Petits Farfadets, âgés de 6 à 20 ans. Avec leurs petites mains, ils ont fabriqué ces objets pendant 6 à 9 mois. Et le travail a payé, puisqu'environ 500 visiteurs ont été répertoriés et 360 repas ont été servis. Un moment chaleureux, axé sur l'échange et la convivialité. Un temps d'arrêt dans la vie de ces enfants et jeunes adultes qui vivent parfois des moments difficiles. À noter que l'IME Le Himmelsberg accueille 82 enfants et la direction souhaite maintenant développer les prises en charge partagées avec l'extérieur et mieux répondre aux besoins individuels des enfants avec notamment des immersions plus régulières dans le milieu dit ordinaire. À l'ESAT de Sarrebourg, l'atelier bois existe depuis plus de 30 ans et emploie 26 personnes. Il fait partie des 6 ateliers de l'ESAT L'Éventail. Il offre la possibilité aux personnes non valides de travailler comme tout le monde. Et juste avant les fêtes de fin d'année, eh bien, le rythme était soutenu. Tout le monde a travaillé en flux tendu. Regardez. 600 mètres carrés de locaux et 250 mètres carrés de stockage, l'atelier bois, c'est comme une PME au cœur de l'ESAT L'Éventail de Sarrebourg. La seule différence, c'est que l'environnement de travail est adapté. Ce qu'on recherche, nous, en atelier bois, c'est de trouver des marchés où on a des travaux qui sont répétitifs en grande série pour faciliter le travail à nos personnes. Donc on adapte les postes avec production de gabarits spécifiques. On décompose les postes pour que même les niveaux les plus bas aient leur place, quoi. Par exemple, si vous voulez voir au niveau des caisses à batterie, là, on a décomposé les postes de façon à ce que les bas niveaux, par exemple, mettent les vis dans les emplacements de vis pour permettre à celui qui assemble la caisse à batterie de gagner du temps. Gagner du temps, gagner en productivité et optimiser une journée de travail qui débute à 8h30 et s'achève à 16h30 du lundi au vendredi. Car l'atelier bois répond à des commandes émanant notamment de l'industrie. Dans ses murs, l'activité connaît donc des pics. Il faut répondre à des commandes soudaines et parfois en quantité importante. Ce qui nous permet de travailler, c'est qu'en fait, on a une réactivité qui est assez importante, quoi. Donc, on nous envoie bien souvent des commandes à honorer dans les 8 à 10 jours, quoi. Donc, on est très réceptif et c'est vrai que quand on a un surplus de demandes, on est un petit peu pris de court, quoi. Comme pour réaliser 2000 caisses à batterie pour Johnson Controls à Sarreguemines en un temps relativement court. Ce qui obligera les moniteurs d'atelier à travailler un peu plus pour respecter les délais. Car même si l'atelier bois est un environnement de travail adapté, les cahiers des charges des donneurs d'ouvrage restent exigeants. Pour répondre entre autres à la cristallerie Baccarat ou la verrerie industrielle Schott, il faut respecter des critères de qualité et avoir des prix compétitifs. On produit de la palette de A à Z, des palettes hors standard, ce qui nous permet d'avoir encore une attractivité au niveau des prix parce que c'est du hors standard et donc on arrive à s'en sortir parce que ce qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce, c'est vraiment des palettes qui sont produites par les pays de l'Est à des coûts très moindres. Flexibilité, compétitivité, rendement, qualité, l'atelier bois doit œuvrer avec toutes ses composantes dès lors qu'une commande est passée. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi ajouter de la créativité et de la finesse pour certains produits. C'est le cas de ces figurines en bois découpées une à une. Chaque jour, une centaine d'entre elles sont produites pour alimenter la boutique de l'ESAT et la boutique éphémère de Sarrebourg. De retour à Sarreguemines, l'ESAT La Ruche a vendu ses créations artisanales. Cela est rendu possible grâce à une boutique éphémère nommée Articat. Elle prend place tous les ans rue de Verdun, dans le centre-ville de Sarreguemines. Un local spacieux dans lequel on retrouve à 99% des créations faites par les usagers eux-mêmes. On peut y acheter des sculptures en bois, des compositions et surtout des bougies fabriquées à la main. 7 à 8 personnes ont travaillé toute l'année afin de remplir la boutique.
Tout le mois de décembre, elle illumine la rue aux côtés des chalets de Noël. Et juste avant le passage du Père Noël, les enfants ont en général la visite du Saint-Nicolas. La tradition veut que les enfants sages reçoivent du pain d'épices, des friandises et du chocolat. C'était le cas des enfants des écoles maternelles et élémentaires de la Cité des Faïences. Et comme chaque année, ce petit cadeau a été emballé à l'ESAT-La-Ruche. Les travailleurs ont eu beaucoup à faire puisqu'ils ont confectionné 2300 sachets. Nos aînés aussi ont le droit d'être gâtés et après les enfants, la municipalité de Sarreguemines a offert 1500 coffrets de gourmandises aux personnes âgées qui n'ont pas pu se rendre au repas des seniors. Ces coffrets ont là aussi été confectionnés par les travailleurs de l'ESAT-La-Ruche. 11 produits différents à disposer dans chaque boîte. Difficile de résister à la tentation de les goûter, mais c'est un sans faute pour tout le monde. La dernière information de ce journal, c'est le club de lutte de Sarreguemines qui a signé une convention avec l'IME, le Himmelsberg. En partenariat avec le comité de Moselle de lutte et le comité régional Grand Est de lutte, cette signature est le symbole de l'engagement de la région et du département en faveur du développement de la lutte adaptée. 3 lutteurs ont offert une démonstration pour l'occasion. Et voilà qui termine ce JT, j'ai été ravie de le présenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. À bientôt.